Il y avait le casquette. Tu me reconnais pas. Ah, mais je te connais. Oui, oui, mais tu me reconnais pas. Tu me connais, mais tu me reconnais pas. Non. T'as pas vu personne. Hier ze, kameraad Moerenhout. Je te dirais, je suis fier d'avoir fait ce que mon père et mon grand-père ont fait. Ils ont construit quelque chose et j'ai continué à le construire. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait de personnel. J'ai fait ce qu'un travailleur, un ouvrier doit faire dans sa classe. Et je me suis toujours considéré comme de la classe ouvrière et je n'ai pas d'autre chose. Bon. J'ai été élevé dans le socialisme, ça c'est certain. Ça c'est tout à fait certain. Et mon grand-père, déjà en 1905, j'ai des photos de ça. Il était gardien pendant un temps de l'usine à gaz de Bruxelles, qui était le long du canal, en face du Palais Royal. Mon grand-père était déjà au syndicat et il était, à la fin de sa vie, il soutenait de Brucker, qui était la gauche du Parti socialiste à ce moment-là. Donc, à partir de ce moment-là, mon père a été probablement entraîné par mon grand-père à devenir socialiste. Donc ton papa, il s'est engagé pendant la guerre, il a été un résistant et il t'a entraîné dans certaines choses. Ah, mais ça, c'est la grosse partie de ma vie. Je vais te raconter des anecdotes, comme ça tu vas voir. D'abord, je portais entre mes cahiers, j'avais des journaux clandestins. Et je faisais le matin en vélo un trajet qui passait partout des personnes qui achetaient le journal. Et j'ai sonné, elle ne répondait pas. Je dis, tiens, c'est bizarre ça. C'est pourtant d'habitude, elle vient toujours directement si on sonne. Je ressonne, et la femme ouvre la porte. Elle dit, pars vite, parce que la Gestapo est ici. Mon père avait trouvé qu'à mon âge, on pouvait déjà prendre certaines responsabilités. Mais j'avais 14 ans à ce moment-là, 13-14 ans. Quand les événements se sont produits, c'était 14-15 ans. Là, ce jour-là, il m'a dit, voilà, je te donne 100 francs et tu vas m'accompagner. Bon, j'étais très content parce que 100 francs pendant la guerre, c'était une somme faramineuse. Et il devait transporter les munitions qui étaient chez nous dans la cave. Mon père et son copain, à lui, un résistant, portaient une valise ensemble pour aller prendre le tram. Avec les munitions? Avec les munitions. C'était lourd. C'était très lourd, quoi. Et on a pris le tram de la gare de cimetière de Schaerbeek jusqu'à la place de la Duchesse. Et juste à la place de la Duchesse, il y a la rue de l'École qui tourne.
Et là, il y a derrière, dans le tournant, il y avait les Hitlériens, enfin, les troupes allemandes qui faisaient le contrôle, qui étaient là, et ils arrêtent le tram, donc, et ils hurlent, mais vraiment hurler qu'ils ont fait, en montant sur le tram. Tous les hommes descendent, les femmes peuvent rester assis. Bon, en ce moment-là, moi, je me dis, bon, je ne suis pas un homme, je suis un gamin, donc je peux rester avec les femmes. Et j'ai vu la valise était derrière moi. Et l'officier vient chez moi, il me dit « Papieren ». Je dis « J'ai pas de papier, je suis trop jeune, j'ai pas de papier ». Et il me regarde. Et moi, je le regarde aussi. On s'est regardé pendant quelques secondes, peut-être, ou peut-être une minute, je ne sais pas. Je ne sais plus, quoi. Et à un moment donné, il m'a regardé. Et il m'a dit « Varen ». Donc, je pars. Mais c'est à ce moment-là que commence pour moi le problème. Est-ce que je vais ramasser la valise ou est-ce que je vais la laisser où elle est? Et je me dis, j'ai reçu 100 francs. Je n'oublierai jamais mes 100 francs. Je vais prendre la valise. La valise doit arriver à son but. Alors, je prends la valise, je regarde l'officier et puis je me baisse. Je prends la valise, je me lève, je descends le tram, je fais le tour du tram avec la valise. Et puis je reviens à ma place et je dépose ma valise. Et l'Allemand n'a rien vu. Mais moi, je me dis toujours que cet Allemand, soit il m'a regardé pendant plusieurs secondes en se pensant à son fils, soit il s'est dit, c'est un jeune type qui n'a pas froid aux yeux, il est franc, il est correct vis-à-vis de moi, donc, et qui est parti à ce moment-là en disant « Varenmar ». Mais pour moi, c'était vraiment... Mon père est remonté sur le tram après. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, mais je suis descendu du tram, j'ai fait le tour. Mais avec la valise? Je dis, oui, avec la valise. Et mon père n'en revenait pas. Mais même le gars qui était avec mon père ne comprenait pas comment j'avais fait. Mais je ne sais pas expliquer comment j'ai fait. Je me suis baissé, j'ai pris la valise, je suis descendu du tram et je suis revenu, quoi. Mes parents ont divorcé et j'avais pris la décision qu'il fallait qu'il y ait un enfant qui est avec l'un et un enfant avec l'autre. Et j'ai toujours cru que ma sœur irait avec mon père, parce que c'était le bijou de mon père. Ça. Ma sœur pouvait faire quelque chose, c'était moi qui recevais les réclames. Ça, c'était recta. Et quand ils ont divorcé, j'ai dit à ce moment-là, j'ai dit, bon, à ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais avec ma mère, c'est un salopard, mon père, je veux pas aller. Je dis, bon, écoute, pour commencer, tu n'as pas le droit de juger ton père. Deuxièmement, j'ai dit, si tu vas avec ton père, avec ta mère, j'ai dit, moi, j'irai avec mon père. Conclusion, je suis arrivé chez mon père. Et quand j'étais chez mon père, un jour, il m'a dit, écoute, Franz, tu vas devoir travailler parce que je ne sais pas, avec l'argent que je dois dépenser pour payer ta mère, etc., je ne sais pas. Je dis, bon, ok. Alors, on m'a trouvé un boulot chez Alewaters. J'oublierai jamais, c'était mon premier boulot. Et c'est un monsieur qui faisait des frigos pour boucher. À ce moment-là, les bouchers avaient tous des gros frigos pour leur mettre leur viande. Et je suis arrivé là-dedans et je devais être le petit bon à rien, quoi, qui pouvait faire des petites saloperies. Et un jour, en été, tout le monde était parti de l'atelier pour aller dépanner, parce que c'était en été, au mois d'août. Et tout le monde téléphonait, mon frigo est en panne, il faut venir directement. Et tout le monde est parti, et le patron vient chez moi, il me dit bon, viens avec moi, comme ça tu vas voir comment on fait les réparations. Je vais aller avec toi, j'ai un personnage qui a réclamé, enfin qui est tombé en panne. Ah bon, j'arrive là, et le patron regarde, il chipote et tout ça, et puis il dit au type, oh, je ne trouve pas, il faut que je t'envoie un spécialiste, etc. Et puis il se met à parler avec ce boucher. Et moi, j'étais là, bêtement, à attendre, et puis il me dit
Je lui dis, écoute, je dis, pendant que vous parlez, je peux aller voir au frigo pour voir si je peux pas trouver ce que c'est. Et il dit oui. Je pars vers le frigo. Et figure-toi que je répare le frigo, que le frigo tourne. Et j'arrive tout fier en disant, ben, le frigo marche, hein, c'est en ordre. Et le boucher, tout content, il me dit, ah, ça, toi, je te donne une clope de viande. Et je reçois un pavé de viande. Hein. Ça s'appelait un pavé, d'ailleurs. Un pavé de viande. Et j'arrive à la voiture du patron et je lui dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, mets-le dans le coffre derrière. Alors, je dis, bon, je mets dans le coffre derrière. Et puis, quand j'arrive à l'usine, je dis, je vais prendre mon pavé. Il dit, ah, ben non, il dit, c'est pas pour toi, ça, c'est pour moi. Eh bien, pour moi, ça a été le déclic de la classe. Que j'étais dans une classe qui devait toujours travailler et me taire et que le patron devait tout ramasser. Et ma mère, elle ne voulait pas que je sois ouvrier. Elle voulait, comme toutes les femmes de ce temps-là, les mères de ce temps-là, voulaient que le fils travaille à l'État. Parce qu'on aura une bonne pension, et tchic. Enfin, et ma mère, elle avait une famille qui était socialiste, naturellement. Et les socialistes, à ce moment-là, avaient beaucoup à dire. Elle a touché un oncle à elle, qui a directement dit que je pouvais rentrer à la régie des téléphones. Mais ça, c'était le début de la fin, ça. Quand je suis rentré là, je suis devenu premier délégué. Je suis devenu président des jeunes TT. On a fait un journal. Enfin, on a fait des tas de choses. Jusqu'au jour où, quand on avait la grève, moi je me levais, et tout le monde se levait, tout le monde sortait. Les 200 ou 300 personnes qu'on était, sortaient. Et un jour, mon chef de bureau a dit, je vous défends de vous lever. Je dis, moi je suis pour rien de l'histoire. Je dis, c'est eux qui décident, c'est pas moi qui décide, c'est eux qui ont décidé. Il dit, mais vous ne pouvez pas rester debout. Et toute la direction du TT de Bruxelles était autour de moi. Et ils n'avaient pas compris une chose, c'est que tout ce que je leur disais, tout le monde l'entendait. Parce qu'il suffisait d'enfoncer un bouton et on prenait contact avec tous les bureaux, avec tous les autres téléphonistes. Et j'avais enfoncé ce bouton avant qu'ils arrivent, en me disant comme ça tout le monde entend. Et j'ai dit, voilà, il a dit, monsieur, vous voyez bien, je n'ai rien fait et je n'ai rien pas bougé et tout le monde s'est levé. Et tout le monde s'est levé et tout le monde est sorti. Ils n'ont jamais compris pourquoi, comment tout le monde s'est levé en même temps. C'était ma première grève, ça. Et un jour, mon chef de bureau, qui était un type qui m'en voulait à mort, il m'a dit, monsieur Mouronaute, vous avez raté votre examen en français d'un demi-point. Je vous tiens à vous l'annoncer. Je lui ai dit, merci monsieur. Et j'ai été licencié en 53 53, oui. En 53, j'ai été licencié. Et alors, à ce moment-là, j'ai été engagé par Bell Téléphone. Et le lendemain où j'étais licencié, j'étais au téléphone rue de la Paille. J'ai été à l'école aux arts et métiers. C'était devenir dessinateur électricien. 4 ans, j'ai fait l'école du soir, de 6 à 9 heures. Alors, là, j'ai aussi plusieurs anecdotes à raconter. Par exemple, on avait un cours de français qui se donnait le samedi soir et de 7 heures à 8 heures ou à 9 heures, je ne sais plus. Et c'était un officier de l'armée qui nous donnait ce cours de français. Mais normalement, tous ces types qui étaient autour de moi, c'était des jeunes gars. Un jour, les jeunes, je m'étais mis entre le rang des jeunes et les jeunes commencent à chahuter pour que le prof les foute à la porte. Et le prof dit, la 3e rangée, sortez.
Mais je suis dans la troisième rangée. Je ne bouge pas. Monsieur Mouronot, je vous ai dit de sortir. Je dis, moi, je ne sors pas. Comment vous ne sortez pas? Je dis, non, je ne sors pas, j'ai rien fait. Je dis, je ne sors pas. Je vous ai dit de sortir, sortez. Si vous ne sortez pas, moi, je sors. Je dis, mais ça, vous pouvez faire, vous pouvez sortir. Et il est sorti. Il était allé chez le directeur pour dire que je refusais. J'ai été chez le directeur, enfin, j'ai appelé chez le directeur. Le directeur m'a dit, écoutez, Mouronot, quand on vous dit de sortir, il faut sortir. Je dis, mais non. Je dis, moi, je viens ici pour étudier. Je dis, j'ai pendant toute la guerre pas pu étudier. Maintenant, je viens ici et je veux étudier et je serai ici. Et le prof est parti et moi, je suis resté. C'était un peu mon caractère, c'était la volonté, la décision de dire, je fais quelque chose où je suis en droit de le faire, donc je le réalise, je le fais jusqu'au bout. J'étais engagé par Siemens pour devenir chef d'atelier. Et quand je suis arrivé à l'atelier, le jour où je suis arrivé, les ouvriers ont fait la grève. Mais c'était la réunion de tous les chefs d'atelier, de tout le personnel responsable, et il y avait l'administrateur qui était là. Et ils discutaient, et tous les chefs disaient « Oui, mais ils ne vont pas voir prendre le travail, il faut faire quelque chose. » Et puis j'étais là pour devenir le nouveau chef de l'atelier. Et le patron, enfin l'administrateur me dit « Et vous, monsieur Mouronot, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je vais écouter, monsieur Blot, monsieur Sauvet. C'est pas terrible ce qu'il vous demande. On peut faire le sacrifice de ça. Moi, je serais à la place, je donnerais ce qu'il demande. Et il demandait quoi? Mais il demandait une augmentation de salaire, quoi. Alors, il m'a directement dit, oui, ok, d'accord, vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas un bon pour l'atelier. Et je suis retourné au bureau de dessin, quoi, à ce moment-là. Et quand je suis arrivé au bureau de dessin, je suis devenu syndicaliste. Et là, j'ai vécu une période vraiment extraordinaire. Parce que le premier jour où j'étais élu délégué principal du syndicat, au conseil du personnel, il m'a appelé dans son bureau. Il a commencé à me parler. Il avait un bureau énorme devant lui, comme ça, et des fauteuils à l'arrière. Et moi, j'étais debout devant lui. Et je me suis retourné, je me dis, où est-ce que je vais m'asseoir? Et je me suis assis. Et lui a arrêté de parler. Et il m'a dit, si je vous ai dit de vous asseoir. Je dis non, mais je dis, vous m'avez invité de parler. Je dis, je vous écoute, mais je peux être assis. Ah, je dois peut-être vous donner un cigare. Ah, je dis, si vous avez des cigares, vous pouvez me donner un cigare. Ah, il me donne un cigare, il se lève et il vient me donner un cigare. Et puis je mets le cigare en bouche et j'attends. Et il me dit, est-ce que je dois vous donner du feu? Ah, je dis oui, parce que je n'ai pas de limette avec moi, je n'ai pas de briquet. Alors il s'est levé, il m'a donné le feu. Et puis de ce moment-là, ce type m'a respecté. Ce type m'a respecté jusqu'au bout. Parce que chaque fois qu'il y avait une réunion du personnel, je me mettais au bout de la table, ou de l'autre bout, au milieu, n'importe où. Lui venait se mettre à cause de moi, en face de moi. Et il discutait on discutait à deux. C'était pas les autres n'avaient rien à dire. C'était nous deux qui discutions. J'ai été au Parti communiste pendant toute ma vie, sauf 4 ans. 4 ans où j'ai été aux arts et métiers. Mais le samedi, qui a suivi la fin de mes 4 ans, je suis sorti avec ma femme aller faire des courses en ville. Et j'ai toujours eu cette maladie de guerre que de traverser la rue en droit et pas en oblique. Je faisais en équerre pour pouvoir voir des deux côtés si j'étais suivi ou pas suivi. Hein? Et j'ai fait ça encore maintenant. Je fais ça régulièrement. Et quand je suis après le samedi, après la fin de mes études, le soir, j'ai 2 types qui me suivent. Et pendant tout un temps, je vois ces types qui me suivent. Alors je me dis, nom de Dieu, ils sont rapides. Je viens seulement de terminer mes études et ils sont déjà là. Hein? Alors, je rentre. Tu croyais que c'était qui? Je croyais que c'était les flics. Parce que j'ai toujours été soit suivi par les flics ou soit écouté par le téléphone. Mais
Ce jour-là, j'étais quand même inquiet. Je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible. Je viens de terminer mes études de 4 ans et ils sont déjà là. Je n'ai pas de responsabilité politique à ce moment-là. Et on rentre à la maison, toujours avec ces 2 types derrière nous. Et à un moment, on sonne. Bon, ça va, j'ouvre la porte. J'ai les 2 types devant moi qui me disent Fons Moernoot. Je dis oui, c'est Fons Moernoot. Bon, on est membre du Parti communiste de Belgique. Je dis, ben, ça, vous me suivez depuis 2 heures. C'est pas possible, ça. Hein? Je dis, pourquoi vous ne... Ah oui, mais on n'était pas certain. Enfin, je dis, oui, ok, ça va. Et comme ça, je suis devenu le secrétaire politique de Molenbeek. Vous le savez, ce 1er mai est placé sous le signe de la campagne contre les plans du gouvernement par rapport aux pensions. Ces plans qui vont toucher durement les travailleurs, et justement j'ai un travailleur à côté de moi, Philippe. Donc Philippe, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je travaille comme ouvrier dans un service de sécurité, enfin d'alarme, placement, installation d'alarme. Déjà, les premières mesures que le gouvernement a prises tout au début, c'était d'augmenter l'âge de la pension, donc la pension à 67 ans. Est-ce que toi, tu te vois travailler jusqu'à 67 ans? Du travail pour des miettes en plus, il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya basta, ya basta, ya basta. La sécula retraite bientôt des souvenirs. La sécula retraite bientôt des souvenirs. Les loyers c'est la fête mais pas pour ta tirée. Les loyers c'est la fête mais pas pour ta tirée. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya basta. Et comme ça, je suis devenu le secrétaire politique de Molenbeek. À Molenbeek, je veux bien aller, parce que Molenbeek, c'est vraiment la classe ouvrière qui se trouve là. Et ça a commencé à devenir le patelin où le plus d'étrangers sont venus. Pourquoi? Parce que ce patelin devenait de plus en plus pauvre. Ces étrangers qui sont ici, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des ouvriers. Ce sont des gens qui cherchent du travail, ce sont des gens qui veulent travailler et qui n'ont pas de travail. Donc il faut les aider, il faut tâcher de trouver les façons de pouvoir les aider. À Molenbeek, on a fait d'abord une section politique. Moi aussi, ils m'ont vendu pendant des siècles, moi aussi. Moi aussi, j'ai été machine dans leurs usines, moi aussi. Ils m'ont dit, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure quand ça me chantera. Ils m'ont dit, donne-moi ton corps, je te donnerai un os à ronger. Un jour, un dimanche, je suis arrivé et avait en face de moi un fasciste qui vendait le Jeune Europe. Quand j'ai vu qu'il y avait assez de monde pour que je fasse mon intervention, j'ai traversé la rue, la chaussée de Gand, et je lui ai dit, je te donne 5 minutes. Si dans 5 minutes tu es encore là, je ne te garantis rien. Et je suis retourné à ma place et j'ai continué à vendre le journal. Lui a continué à vendre le Jeune Europe et en disant que j'étais un massacre d'ouvriers, enfin bon, tous les noms que sortait la droite à ce moment-là. Et à un certain moment, j'ai traversé la rue et c'était fini, monsieur s'est encouru. Mais je ne savais pas, c'est que quand je suis arrivé de là, je partais à l'église.
Et quand je suis arrivé à l'église, à chaque coin de rue, il y a plusieurs rues qui donnent là, il y avait un facho. Enfin, plusieurs fachos. Et je me dis, j'ai compris, c'est ma fête ici. Ici, on va me massacrer. Eh bien non. Il y a un petit bonhomme, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais su qui c'était. Mais un petit bonhomme, un petit monsieur, est sorti d'un petit bistrot qui était au coin, où je m'arrêtais souvent pour vendre le journal. Et il est venu au milieu de la place, devant l'église de Molenbeek. Je ne sais pas si tu vois cette place. Il était devant cette église et il a dit « Le premier qui touche à Fons, on est dans le bistrot, on sort, on vous casse la gueule. » Et j'ai passé entre tous les fascistes en criant mon drapeau rouge et ils n'ont pas ouvert la bouche. Ils n'ont pas ouvert la bouche parce que s'ils auraient ouvert la bouche, j'aurais fait appel à ces gens-là et ils seraient directement venus. Parce que quand, un peu plus tard, je suis arrivé sur la place communale, il y a un type qui est sorti du bistrot qui a dit « Écoute, Fons, si tu as des ennuis, tu nous appelles, on est là dans le bistrot. » Et ça, j'ai eu constamment, sans arrêt, à Molenbeek. Je vais te dire mieux. J'avais une femme qui avait un jeune qui habitait dans une maison, 50 francs par semaine. 50 francs par semaine. C'était une place, une seule place, avec le charbon, un lit pour son fils, un lit pour eux. Enfin, c'était une cuisine avec dans la cuisine, le lit et tout. Ça faisait une place. Ça faisait une place. Et je vendais un journal à ce jeune gars. Je le vendais, je lui donnais un journal, parce qu'il était toujours à courir derrière moi. Oh monsieur, oh monsieur, oh monsieur. Et un jour, je lui ai dit, tu peux venir tous les dimanches, je te donnerai un journal. Et c'était tout un drame. Il était très fier de pouvoir lire le journal. Un jour, ce gamin a été à l'école. Il a été le premier de la classe. Et son professeur lui a dit, à Molenbeek, son professeur lui a dit, tu diras à tes parents que j'espère que tu seras un peu plus propre pour recevoir ton diplôme de main du bourgmestre. Qu'est-ce que ce jeune a fait? Il a été volé une chemise dans une grande surface. Il s'est fait pincer et il est volé en maison de correction. Mais c'était pour moi une catastrophe. Une catastrophe. Et il y a comme ça beaucoup de choses qui se sont produites à Molenbeek, dont la justice belge, la société belge est responsable. Parce que ces gens vivaient dans une misère noire. Ils vivaient dans une misère noire et que je ne trouvais pas ça acceptable pour que tu voyais tout le monde se promener, tout le monde se développer, disons, dans un cadre de la bourgeoisie, mais il n'y avait pas ce qu'il fallait pour que ces gens puissent vivre avec. Et ça, c'est pénible, ça. Ça, c'est une chose très pénible. L'objectif reste quand même retrait pur et simple de la loi unique, sans amendement. La loi unique, rejoignez, ça c'est l'objectif de la loi. Pendant la grève de 60, j'étais chez Siemens. Et comme j'étais secrétaire politique, j'ai quitté Siemens pendant 1 mois. Je n'ai plus été travailler pendant 1 mois, j'étais considéré comme gréviste. À Molenbeek, on a arrêté
Contigea. On a arrêté le tram. On a arrêté 2-3 usines de cigarettes qui étaient là aussi. Et tout ça sur ma direction. Je suis arrivé devant Contigea, j'ai pris les portes, j'ai fermé, et j'ai laissé ça comme ouverture, et je me suis mis devant. Et le premier ouvrier qui est arrivé, je lui ai dit, on est en grève, on arrête. Il a dit, oh bon, ça va, il s'est mis à côté. Et puis à la fin du compte, tout le monde était là, et il n'y a personne qui est rentré dans l'usine. Et puis il y a une chose qui est arrivée, c'est que toute la voirie molenbeekoise s'est amenée aussi. Et on est arrivé à avoir, avant Contigea, toute cette flopée d'ouvriers de la voirie qui sont arrivés. Mais eux sont arrivés, et là-dessus est arrivé aussi, un peu de temps après, Martens, qui était le bourgmestre. J'ai dit à un des ouvriers de la voirie, je dis, merde, c'est foutu, il va encore sortir son blabla, et t'en fais pas, Fons, on va s'en occuper. Et je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, et au moment où Martens est sorti de sa voiture, tout le monde a levé le poing, a chanté l'Internationale. Martens a chanté l'Internationale, il est rentré dans sa voiture et il est parti. Mais 1 heure après, j'étais en tôle. 1 heure après, j'étais en tôle. Après la grève, j'étais pas en bonne relation avec le parti, ça c'est certain. J'étais, en fin de compte, j'étais opposé à certaines attitudes du parti. J'ai une lettre du syndicat qui me félicite, j'étais chez Siemens, qui me félicite que j'ai fait la grève depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, jusqu'à quand le syndicat a dit on reprend le travail. Pourquoi le Parti communiste ne voulait pas faire la grève? Le Parti communiste, Jean Blum, je le cite bien clairement, Jean Blum m'a dit à moi, pas à l'autre, à moi, il m'a dit que je devais reprendre le travail. Alors ça, je ne comprends pas. Qu'un communiste un responsable communiste puisse dire à un ouvrier communiste « tu dois reprendre le travail » alors que les ouvriers sont en grève. C'est inacceptable une chose pareille. Il faut continuer la grève aussi longtemps que les ouvriers suivent ou que les ouvriers travaillent en première ligne. Parce que c'est l'ouvrier qui sont en tort dans ce cadre-là. C'est eux qui jouent le rôle. C'est pas le Parti communiste. Le Parti communiste n'a qu'une chose à faire, c'est se taire et les soutenir au maximum. Maintenant, à cause de l'attitude du Parti communiste, on n'a pas eu une suite à ça. Parce que 60-61, ce n'est pas une grève qui est terminée. Ça continue encore aujourd'hui. Elle continue encore aujourd'hui. Le plus gros problème qu'il y avait, c'est que, pour moi, il n'y avait pas de démocratie dans le parti. C'était ce que pensait la haute autorité qui devait être imposée, qui devait être appliquée par la base. Et ça, c'était un problème. Moi, je trouvais que c'était l'inverse qui devait se produire. Que la base devait dire ce qu'elle voulait et que le supérieur devait dire « on marche ». Mais on m'a éduqué comme ça, c'est que le bas de l'échelle doit toujours commander le haut de l'échelle. Et ce n'était pas vrai. Ce que le Grippa disait à ce moment-là,
c'était juste. C'était correct. Et j'ai toujours dit, bon, je n'ai pas été un type qui, pendant la guerre, a souffert. Parce qu'en fin de compte, il a reçu des coups terribles, physiquement et moralement. Donc, je pouvais faire confiance dans un type qui avait, pendant la guerre, résisté à l'Allemagne. Donc, j'ai suivi, j'ai soutenu sa position. Il a défendu en ligne politique du parti, comme je le concevais, moi, à ce moment-là, qu'il fallait le faire. Quand la scission a eu lieu, moi, j'étais à Anvers, ça c'est vrai. Et j'étais avec Grippa, ça c'est vrai. Mais il y avait un autre problème qui se posait. J'avais Marthe Huysmans, elle était secrétaire de l'association Belgique-Chine. Et elle voulait que je sois... elle me demandait pour être le bibliothécaire. Et moi, j'étais heureux. Heureux comme tout, parce que j'allais pouvoir apprendre. Jusqu'à présent, tout ce que je faisais, c'était par la connaissance physique... Pratique. Actif. Pratique, oui. Mais pratique. C'est comme ça que je suis devenu un communiste. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Marthe Huysmans a allé dire à Rheindorf que j'étais d'accord de devenir le bibliothécaire. Et Rheindorf a dit, il n'a pas question qu'il devienne bibliothécaire. Il va devenir permanent du parti. Mais quand je suis venu permanent du parti, depuis le début, j'ai eu des gros problèmes. Il y a des gros problèmes politiques et j'ai eu des problèmes personnels. Mon beau-père travaillait chez Nestor Martin. Il me racontait toujours des histoires de ce qui se passait dans l'usine et tout ça. Et je me disais toujours, là, il faut un communiste qui rentre dans cette usine parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et quand je suis arrivé dans l'atelier où je devais devenir le brigadier, j'avais une 15 à 20 ouvriers qui avaient travaillé. J'avais constaté une chose, et ça je le savais déjà, mais j'avais constaté qu'ils avaient tous un salaire différent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient payés à la pièce. Et que les pièces qu'ils faisaient après la période qu'ils avaient obtenu leur quantité de points nécessaires, ces points-là étaient perdus. Alors je suis arrivé, la première chose que je leur ai dit, je dis, à partir d'aujourd'hui, je veux que tous vous ayez le même salaire. Et si vous avez des points de trop, vous pouvez les donner aux autres, à ceux qui ont un point de trop payé. Il faisait trop de pièces, il n'était pas payé pour ça. Il n'était pas payé. Il faisait trop de pièces, mais il n'était pas payé. Parce qu'il avait trop de points à ce moment-là. Donc moi je disais, des points que tu as de trop, tu les donnes à quelqu'un qui a des points trop peu. Comme ça, vous aurez tous le même salaire. Et j'ai appliqué ça à la lettre. Et ces types ont tous eu le même salaire pendant des années. Et je n'ai jamais dû intervenir. C'était entre eux qui s'arrangeaient. Les patrons Nestor Martin, quand tous les ouvriers avaient le même salaire, ça les dérangeait? Ça les dérangeait parce que ça menait pas de concurrence entre les ouvriers. Et quand on a fait la grève, quand les ouvriers sont partis en grève, ils sont tous partis. Si j'avais appris chez Siemens que le patron allait réunir tout son conseil de personnes responsables et allait discuter pour savoir comment on allait faire pour continuer la production. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit aux ouvriers, je dis, je vais à cette réunion, je vais rester, à 11h je sors. Et je suis à cette réunion, et puis quand la réunion s'est bien terminée, que tout était décidé, que ce qu'ils allaient faire pendant la grève, j'ai dit, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je sors. Je fais la grève avec les ouvriers. Et le patron m'a foutu à la porte par après, quoi. Ma, 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 ma fierté, c'est d'avoir respecté les décisions de mon père, de mon grand-père.
tu as respecté. Ils ont tous les deux été au service du prolétariat. Ils n'ont jamais flanché et c'était le plus bel exemple que j'avais. Et je crois que ma fierté, c'est d'avoir fait ça. Mais je regrette toujours une chose, c'est que je n'ai pas fait grand-chose. Chaque fois que je faisais quelque chose, on me fait virer. Et c'était le syndicat, c'était au parti. C'était pas... Enfin, je suis fier de ce que j'ai fait. Je ne regrette rien. Je ne regrette qu'une chose, c'est que le Parti communiste n'a pas suivi et que je n'ai pas pu faire avec le Parti communiste ce que je croyais devoir faire. Encore maintenant, je ne pense qu'à une chose, c'est de faire quelque chose qui rappelle ce temps-là pour que les gens le sachent, qu'il y a eu des gens qui voulaient faire la révolution sans pouvoir faire pour ça la guerre au peuple. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut construire un parti communiste correct, qui est à la disposition de la classe ouvrière et que pas la classe ouvrière soit à sa disposition. C'est la seule chose que je désire. Et c'est la seule chose que je voudrais qu'avant de mourir, je vois ça. Et tu crois que c'est pas le PTB? Si, c'est peut-être bien le PTB. C'est peut-être bien le PTB, mais je ne suis pas convaincu. Ils sont à côté de la classe ouvrière, ils donnent les bons conseils à la classe ouvrière, ils travaillent avec la classe ouvrière correctement. Ça, je n'ai rien à leur dire là-dessus. Je ne suis pas convaincu parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Parce que tu as la classe ouvrière qui n'est pas unifiée. Elle n'a pas la même propre... Et maintenant, dans la classe ouvrière, il y a le petit commerçant et tout ça. Ça n'a plus la conception de l'unité ouvrière. Parce que dans le temps, quand moi je travaillais dans une usine, c'était l'usine qui était la force motrice. Et tu arrivais à faire la grève avec les ouvriers, les employés allaient d'office avec, sans discuter. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je suis, dans une certaine mesure, assez content de ne pas être obligé de prendre des décisions maintenant. Parce que je me dis, si je prends des décisions maintenant, je penserai toujours comme l'ancien temps. Parce que je suis parti pour 8 jours et à la fin des comptes, je suis resté 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, j'ai vécu à la chinoise. Et je crois que c'est là que ça part, mon admiration pour la Chine. C'est que je suis allé chez un paysan qui était le responsable d'une commune populaire. Il avait à côté de lui deux jeunes ouvriers, 2 jeunes agronomes. Et il m'a expliqué comment il est devenu secrétaire
de la commune. Il m'a dit, voilà, moi, je suis un paysan. J'ai été dans l'armée populaire et je n'ai eu qu'une chose à me battre contre les ennemis. Et je suis resté vivant. Et quand on est arrivé dans ce village, mon commandant m'a dit, toi, tu restes ici, tu vas diriger la commune ici. Et il dit, maintenant que j'ai dirigé ça depuis la Révolution, depuis le 56 jusqu'à maintenant, donc j'étais en 65, j'ai eu ici deux jeunes étudiants qui sortent avec un diplôme d'agronome. C'est eux qui vont diriger la commune. Et c'est ça qu'on veut, c'est que les jeunes de plus en plus dirigent la direction du pays. Moi, j'étais déjà ébloui. Et quand je suis arrivé à Canton, parce que j'ai fait un séjour à Canton en ce moment-là, ben, je suis arrivé à Canton, et là, c'était la maire de Canton, qui est une grande ville, aussi grande que Pékin à ce moment-là, qui était là avec tous des jeunes étudiants universitaires, enfin des gens qui avaient réussi leur diplôme. Et je discute avec elle et elle me dit, écoutez, elle dit, il faudra maintenant attendre que ces jeunes-là aient pris tout leur poste, parce que tous ceux-là vont devenir responsables. Et moi, je vais prendre ma pension, je vais tranquillement vivre tranquillement ma vie, et je vais la finir. Ben, ce sont des choses qui frappent terriblement l'imagination d'un homme. Je crois que les communistes chinois doivent continuer dans le sens qu'ils vont. Et je t'assure, j'ai des gros problèmes avec ça, de tout gros problèmes. Mais je dis qu'ils doivent continuer. Ils sont occupés à se construire quelque chose qui va tenir le coup. Et qui va tenir le coup avec le peuple, non pas contre le peuple, mais avec le peuple. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. En 65, on vient me chercher dans mon hôtel et on me dit « Fonce, tu vas à la manifestation ?» Je dis « Oui, je vais à la manifestation. » Mais il faut être là à l'heure, parce que ça commence à 10 h et ça finit à midi. Je dis « Oui, mais ça, je connais. » Je dis « En Belgique, on commence on dit rendez-vous à 10 h pour une manifestation, on commence à 11 h. » Je dis, ici, on me dit qu'il y a 1 million de types qui vont circuler. Je dis, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça. Non, ça commence à 10 h et ça finit à midi. Je dis, bon, ça va. J'arrive à la place Tiananmen et j'avais un bordereau, on le voit sur la photo, que j'ai une bordereau, et ça, je suis reçu comme étant le responsable de Livre International. Et que j'allais être mis parmi tous les gens. Bon, eh bien non, à la dernière minute, c'était passé à la dernière minute, on me dit, mais non, vous devez aller en haut. Et je vais en haut, et qu'est-ce que je vois? Je ne le savais pas à ce moment-là, honnêtement, je ne savais pas. D'un côté, j'ai Kanchen, et de l'autre côté, j'ai Sempota. Et à 2-3 mètres de moi, j'ai Mao, avec la femme de Sihanouk et Sihanouk. Et puis, il y avait... Enfin, tous les grosses têtes du Parti communiste chinois étaient là. La fête commence, 10 h pile. La musique se met en route et on commence. Midi moins 5, c'est fini.
À 12h moins 5, c'était fini. Je n'en revenais pas. Je me dis, ça, c'est une organisation impeccable. On dit quelque chose, à 10h, ça commence, et à midi, c'est fini. À 12h moins 5, c'était terminé. Et à ce moment-là, Mao dit, je vous invite tous à venir boire, à vous prendre un rafraîchissement. Et bon, je rentre. Et j'ai avec moi une interprète qui parle parfaitement le français et qui a fait ses études à Paris. Et on parle. Et puis je vois Mao, à 5-6 mètres de moi, qui ouvre sa veste et qui sort un mouchoir rouge de sa poche et qui s'essuie. Et j'ai dit à mon interprète, j'ai dit, ça, c'est pas bien, ça. On ne fait pas ça devant la femme de Sihanouk. Ça ne peut pas se faire en Occident, ça ne se fait pas. Elle dit, mais il faut lui dire. Je dis rien du tout, moi je dis rien du tout. Je dis, moi j'ai rien à voir avec ça. Je dis, c'est lui qui est... Et il fout le camp. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que c'était la traductrice en français de Mao. Et qu'il connaissait bien Mao, donc. Et elle explique l'histoire, et puis Mao, il me fait signe. Naturellement, moi je vais comme ça, en me disant, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Et quand j'arrive chez lui, il me dit, quand on transpire, il faut s'essuyer. Parce que si on ne s'essuie pas, on va attraper des rhumes. Eh bien ça, pour moi, c'était le cas le plus typique. C'est que j'ai dit, il reste un paysan. Il est peut-être bien le dirigeant du Parti communiste chinois, mais ça reste un paysan. Et ça, c'est pour moi, c'est grave. C'est la même chose que pour un ouvrier qui reste ouvrier et qui continue à faire son travail comme ouvrier. Je dis, c'est formidable. Quand tu regardes un homme, il ne pense pas comme un capitaliste, il pense comme un ouvrier qui voudrait que son fils aille à l'école, que son fils apprenne, que sa fille apprenne convenablement à étudier, que son fils aille à faire un travail positif, correctement. C'est ça que l'homme demande. Est-ce que tu crois qu'on va vers ça? On ne va pas vers ça pour le moment. Mais nous, on ne le verra plus. Ça, c'est clair, même eux ne verront plus. Mais si eux se battent convenablement, eh bien, nous irons vers ça. On n'a jamais parlé autant des bénéfices de capital. On n'a jamais osé dire le capital met son argent ailleurs. Aujourd'hui, ça se dit réellement. Les gens savent qu'ils sont exploités à outrance et que le type met son argent à l'étranger. Parce que le capital fait de plus en plus d'erreurs. Et le capital fait ces erreurs-là, non pas parce qu'il veut faire comprendre aux gens ce qu'ils font comme saloperie, mais parce qu'ils sont coincés dans leur propre politique maintenant. Et que les gens se rendent de plus en plus compte que ce n'est pas possible de continuer dans ce chemin-là. Et c'est ça qui est important. C'est que si les gens ont compris que le capital est fini, que le capital est terminé, la classe ouvrière va prendre le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Ça, je suis certain. Mais je ne sais pas dire quand.